Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 12 juin, puis le 12 juin, quelle belle initiative. Je trouve ça tellement génial. Vous savez que le 12 août, on encourage tout le monde à lire québécois, à acheter un livre québécois. D'ailleurs, le 12 août, achetez donc un livre écrit par Sophie Durocher. Ça s'appelle « Où sont les femmes ?» Fin de la parenthèse. Tout le monde fait son autopromotion. Je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas la mienne. Donc, le 12 août, on a la littérature québécoise. J'achète un livre québécois. Le 12 septembre, c'est les vins d'ici. On dit « acheter des vins québécois ». Il y a une nouvelle initiative. Ça commence aujourd'hui, le 12 juin. J'achète un produit québécois. Je voulais juste commencer l'émission en saluant l'immense qualité des produits québécois. Et ce n'est pas une plug du tout, d'aucune façon. Au cours des dernières semaines, à cause des tarifs, justement, issus de la frontière, du sud de la frontière, j'ai donné la parole ici à l'émission à plusieurs producteurs québécois de produits d'exception. Je pense, entre autres, à la mayonnaise Mag. On a fait aussi une entrevue avec les gens qui font les Berry Blossoms, qui sont l'équivalent québécois des Cherry Blossoms. Il y a Isabelle Huot, et c'est pas une plug, je vous le dis, c'est vraiment ça vient de mon fond, là. Isabelle Huot qui est avec nous chaque semaine, qui fait d'excellents mélanges à muffins. Elle fait de la confiture avec des grains de chia dedans. Bref, aujourd'hui, achetez des produits québécois et surtout réécouter les excellentes entrevues que j'ai faites au cours des dernières semaines avec ces différents producteurs qui ont plein d'imagination et d'inventivité. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Là, vous vous dites, comment se fait? Il n'est pas 45. Habituellement, mon petit Rémi, ma petite dose quotidienne, quasi quotidienne de Rémi Villemure, je l'ai à la fin de la mission. Oui, on a décidé de brasser les cartes pour aujourd'hui. L'exception confirme la règle. Rémi, tu es là en tout début d'émission pour nous parler d'un sujet complètement délirant. Des voisins d'un terrain de football qui disent « Ah, mais non, il y a trop de bruit, j'aime pas ça, je suis pas content. » D'ailleurs, j'aimerais que tu parles un peu moins fort parce que ça me dérange. Et c'est vrai que je parle fort. Puis Caroline Saint-Hilaire, qui elle-même souffre de surdité, m'a dit « Sophie, je pense que tu es sourde parce que les gens qui parlent très fort comme ça sont des gens qui sont sourds. » Non, mais c'est pas vrai, ça. Non, chaque fois qu'on parle, t'entends tout ce que je te dis, tu m'écoutes, t'es d'accord avec moi. Ah, toi, oui. Tout va bien. Non, mais écoute, c'est l'histoire. T'as bien fait de la présenter ainsi, c'est complètement fou. Alors, merci de me dire que je fais bien ma job d'animatrice. Parce que cet été, il va y avoir un petit Rémi de temps en temps. Une fois de temps en temps, je vais l'annoncer dans quelques heures. Ah, pardon. Non, mais connais-tu l'Académie Saint-Louis? Non, pas tout. C'est une école à Québec, école privée. Moi, je la connais parce que j'ai étudié dans une école privée à Montréal, puis il y avait toujours une espèce de grosse rivalité dans le football entre ces deux collèges-là qui s'affrontaient. Une année, c'était les Cactus de Notre-Dame qui l'emportaient. L'année d'après, c'était l'Académie Saint-Louis. Go Cactus, go! Moi, je suis un gradué de t'es juste un chauvin. T'es juste un chauvin. Aussi un tout petit peu. Tu sais qu'à Notre-Dame, il y a Maurice Duplessis qui a été diplômé de là. Mon oncle Serge aussi, dans le même registre. L'Académie Saint-Louis. C'est une école qui a été fondée en 1953. Je le précise parce que tu vas voir que c'est important dans cette histoire-là. Il y a des voisins autour du terrain de football qui appartient donc à l'Académie Saint-Louis qui se plaignent depuis des années du bruit. Et ils sont tellement... Du bruit lors des matchs de football. Oui, ça. Oui. Des parties de football. Tu fais bien de le préciser. Les patentes, je sais pas comment ça s'appelle. Pas comme ça, en tout cas. Donc, pendant les matchs de football, on a des voisins qui disent « ça va faire ». Ça va faire. Cette école-là, qui date de 1953, vous faites du bruit, puis moi, ça fait 15 ans que je suis ici, puis c'est pour ça que je t'ai dit que c'est important, parce qu'à chaque fois qu'on parle de bruit, il y a toujours cette espèce d'idée assez bizarre selon laquelle je suis arrivé après. C'est comme quand on parle d'intégration. Le gars de la tulipe.
Mais le gars à côté de la Tulipe. Les gens qui ont acheté des condos à côté de la Saint-Lambert. SAT, Oui. Au coin de Saint-Laurent, René-Lévesque, à côté du bar sur Ontario, la Grenade, qui est aux prises avec des voisins intolérants depuis des années. Oui. Donc, on a des gens qui arrivent après et qui se plaignent du bruit. Et qui se plaignent tellement qu'il y aura un référendum, probablement, sur le bruit, à défaut qu'on ait encore, déjà un référendum sur l'indépendance du Québec. Il y aura un référendum sur le bruit, parce que des gens qui, selon l'article de Radio-Canada, ne sont pas si nombreux que ça, mais ils ont quand même insisté pas mal. Ils se sont fait entendre, Ils se plaignent du bruit. Colin, OK, ben oui, c'est ça. Où est le petit bruit de tambour quand on... Merci. Jean-Philippe Leroux, il est parfait aujourd'hui, il est sacoche. Mais Jean-Philippe, il peut pas toujours voir arriver mes jeux de mots comme ça, je le comprends. Oui, mais quand t'es en régie avec des gens comme Dutrisac, Martineau, Dumont, Durocher, t'es mieux d'avoir le petit chick-chick-boom pas loin parce que ça risque d'arriver une couple de fois. Donc, cette histoire-là révèle deux choses. La première des choses, je pense, Sophie, qu'on est vraiment douillet au Québec. Parce que je rappelle quand même que c'est pas un show de rock avec un groupe américain comme Kiss qui vient déranger les gens. Ce sont des jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles à qui on dit faites du sport, faites du sport, faites du sport. Et là, ils font du sport, ils s'amusent, il y a des gens qui crient, il y a des arbitres qui sifflent. Oui, mais il y a de la musique. Ouais, OK, mais ce que je comprends, et corrige-moi si je me trompe, j'espère avoir lu comme il faut, ça arrive seulement 9 fois par année. 9 fois dans l'année, il me semble que tu es capable de te restreindre. Déjà, ça n'arrive pas l'hiver. On va manger au restaurant ce soir-là. C'est ça, ça n'arrive pas l'hiver, ça n'arrive pas pendant le printemps. Enfin, ça arrive durant l'été, principalement. Donc, tu sais, il y a vraiment du monde. Au printemps, été, automne, là, mais... Oui, mais ça arrive 9 fois par année. Donc, tu sais, forcément, il y a plus de soirées dans l'année où ça n'arrive pas. Le vrai problème ici, c'est qu'on est douillet. C'est qu'on confond notre confort et le confort qui nous est dû. Non, mais on confond le confort et on confond le droit. J'ai le droit. Oui. J'ai le droit d'avoir un référendum. Ben, tout à fait. Mais ça, à la limite, je veux dire, il y a des procédures administratives s'ils l'ont demandé, puis si c'est inscrit dans les lois de la municipalité ou les chartes ou bon, voilà. Mais le problème, c'est les gens qui vont là-bas pour en demander un. Mais à quel point vous voulez faire chier le monde et les jeunes, surtout? Pourquoi vous laissez pas les jeunes s'amuser? Hey, tu n'y vas pas avec le dos de la main morte? C'est parce que ça m'énerve, ça. Ouais. C'est des casseux de party. On en connaît du monde de même. On en connaît tous. Excuse-moi, je veux juste dire à Fred Bastien qui fait la mise en ligne, on a notre titre. Alors, Fred, au Québec, il y a trop de casseux de party. Aimes-tu ça? Est-ce que Fred Bastien approuve? Attends, viens me le dire. Oui, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que comme je m'en vais faire ton 2 minutes, puis après ça, je suis dans l'émission de Richard, c'est Joanie qui fait la mise en ligne de ton émission aujourd'hui. Bon, on va chercher Joanie. Alors, on va demander... Bon, on serre les Merci. coudes, on s'arrange pour tout faire en même temps. T'es absolument adorable. Merci de l'avoir précisé, Fred. Donc, on salue Joanie qui vient de trouver le titre de ton segment. Donc, on est déjà au Québec pas complètement en vie. Parce que, on n'a pas de pays, il faut se battre pour parler notre langue. Ça, les sociétés qui ont besoin de faire ça encore aujourd'hui, ce ne sont pas des sociétés qui sont totalement en vie. Et là, on a des gens à l'intérieur de cette même société pas complètement en vie qui décident de s'en prendre à ce qui nous reste de vie. C'est vrai, aux jeunes à qui on dit sortez, lâchez les écrans, faites du sport, amusez-vous, et on vient leur casser le party. J'ai un problème vraiment viscéral avec ça. Ça m'atteint personnellement et je ne suis pas encore un père. Et je me dis, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Je vais leur dire exactement de faire ça, de faire du sport, de sortir, de vivre. Et il y a du monde qui vont venir leur dire, vivez, mais moins bruyamment. Du fun, mais que ton fun soit moins intense. Fais de la musique à Saint-Lambert, mais c'est même pas à Saint-Lambert, c'est Québec. les gens à Saint-Lambert. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi les gens de Saint-Lambert qui se plaignaient parce qu'il y avait trop de bruit. On les connaît. Sur l'île Sainte-Hélène, je pense, ou en tout cas pas loin. Donc, il y a constamment des gens qui se plaignent de la vie autour. Ben oui, tout à fait. Et la vie qui bat, elle inclut ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Je viens de déménager. C'est la première fois, je pense, que j'en parle en ondes. Oui. Et du balcon où je suis maintenant, ça donne juste à côté d'une cour d'école. Et donc, régulièrement, il y a la petite clochette, une sonnerie assez forte quand même. Les enfants sortent, ils jouent dans la cour, les enfants sortent, ils rentrent. La sonnerie est vraiment très puissante, mais la contrepartie, ça, c'est à la récréation, les enfants sortent, ils jouent comme des fous. Et je faisais la remarque à Richard hier ou avant-hier, est-ce qu'il y a un bruit plus agréable que des enfants qui jouent dans une cour d'école? D'ailleurs... Mais il y a peut-être des gens que ça dérange. Peut-être qu'il y a de mes voisins qui disent « Ah mon Dieu, c'est donc bien effrayant, des enfants qui rient. »
Les enfants qui rient, qui partent à rire. Ah, ben, riez moins fort, les enfants, là. C'est tellement agréable, le bruit des enfants qui crient comme ça, que l'un des plus grands albums québécois des 30 dernières années, l'album Rêver mieux, Daniel Bélanger, il y a des cris d'enfants comme ça au début d'une des plus belles chansons dont le titre m'échappe, mais c'est une musique, le bruit des enfants. Moi, je suis, confidence pour confidence, copropriétaire d'un immeuble dans vrai. Villeray et ma cour donne sur une pataugeoire, donc la cour de l'immeuble, tout l'été. Il y a des petits-enfants qui s'arrosent, qui crient, et des fois, il y a des locataires qui me disent que ça les dérange, et je leur dis, ça va continuer comme ça. Ça s'appelle la vie. Mais voilà. Et c'est les petits, en plus, quand on dit ça s'appelle la vie, c'est qu'on fait allusion au fait que ça s'appelle au premier degré la vie, mais ça s'appelle encore plus la vie parce que c'est la vie de demain. Ce sont des enfants. Mais oui. Mais j'aime beaucoup aussi ton parallèle quand tu dis ce sont des enfants qui ne sont pas devant leur écran. Ce sont des enfants qui font du sport, ce sont des enfants qui font une activité ludique, une activité familiale. Parce que j'imagine qu'aussi, dans les gradins, quand il y a l'équipe de football, donc toi, t'aimes les cactus, puis l'autre bord, il s'appelle comment? Écoute, je les haïs tellement que je sais même pas comment ils s'appellent. C'est les cactus, go cactus. OK, t'es vraiment là. Non, mais en plus, je fais semblant parce que le football, j'ai toujours trouvé que c'était surestimé comme sport. Mais parlons pas là-dessus, là. On a besoin d'un sujet demain. Je vais venir te parler de ça. Oui, parfait. Demain, ce sera la dernière émission de la saison à Cube Radio. Rémi Villemur, toujours un plaisir de t'avoir. Puis c'est le fun, des fois, de commencer avec toi. Brassons les cartes. Des fois, on garde le meilleur pour la fin, puis des fois, on commence avec le meilleur. Ça dépend. Bonne tu sais, émission. comme mettons dans l'émission de Benoît, là, ça finit avec moi, il garde le meilleur pour la fin. Ah oui, je sais. Merci beaucoup, Rémi. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, il y a beaucoup de cas d'allégations ou d'accusations d'agressions sexuelles, de viols dans l'actualité en ce moment. Et des fois, on entend des gens qui viennent témoigner pour prendre la défense de quelqu'un et qui disent, moi, je le connais pas comme un agresseur, je le connais plutôt comme un séducteur. C'est quoi la différence entre un agresseur et un séducteur? On va en parler avec Jocelyne Robert. Elle est écrivaine et sociosexologue. Bonjour Jocelyne, comment allez-vous? Bonjour Sophie, je vais bien. Et vous-même? Moi, je vais très bien quand je vous parle, Jocelyne, parce que quand on parle de ces questions-là, quand on parle de sexologie, quand on parle de questions à caractère sexuel, dans le bon et dans le moins bon sens du terme, vous êtes une référence. Donc oui, ça me fait extrêmement plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci. Écoutez, vous avez écrit dans la presse une lettre qui s'intitule « Ces agresseurs qui se prennent pour des séducteurs ». Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là, Jocelyne? Je pense, un peu comme tout le monde, je suis dans la mouvance, dans le fait que depuis quelques années, ces temps-ci là, avec M. Rozon, qui est toujours dans son cas en procès, dans cette mouvance là de fréquents cas étalés sur la place publique de femmes qui se plaignent d'avoir subi des agressions sexuelles. Et très souvent, la défense, je le dis d'ailleurs dans le billet que j'ai écrit, la défense, quand on est devant les tribunaux, des présumés agresseurs, c'est une défense de consentement. Et je dis là-dedans, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez qu'ils évoquent d'autre que le consentement pour pas passer pour des monstres, en fait. T'sais. Alors, et voilà. Puis j'ai eu besoin parce que c'est bête à dire, mais ça peut être étonnant, mais la ligne est mince. Hein? Oui. Il y a plein de gens qui m'écrivent depuis cet écrit-là que j'ai mis aussi sur ma page Facebook pour me dire, mon Dieu, je comprends mieux. Pourtant, là, je n'ai rien dit de miraculeux, mais je comprends mieux comment une personne, en l'occurrence une femme, parce que, malheureusement, c'est plus souvent, le plus clair du temps, ce sont des femmes qui sont dans ces situations-là, comment faire la différence, comment s'apercevoir qu'on est en présence de quelqu'un, au fond, qui n'est pas dans une logique relationnelle, qui n'est pas dans une logique, dans une dynamique de réciprocité du désir, voilà. Et qui est plutôt dans une dynamique de je vais soumettre cette femme parce que je suis quelqu'un de pouvoir, puis je la considère comme tout autre objet que je peux soumettre à mes bons désirs.
C'est ça, c'est que la différence fondamentale, c'est qu'un séducteur, puis il y a rien de mal à ça, un séducteur Absolument pas. va être dans un mode d'approche envers l'autre et va être content s'il y a une réciprocité. Alors que l'agresseur, lui, si on lui dit non, au contraire, ça l'excite. C'est peut-être ça la différence fondamentale. Oui. C'est-à-dire que ça le provoque d'autant plus. Hein? Le séducteur, c'est sûr on peut dire des fois, oui, est-ce qu'il est en train de me manipuler? Parce qu'il manie bien les techniques de séduction la plupart du temps. Mais il le fait de façon positive. Et pour lui, le fait d'être désiré, d'être accueilli, d'être voulu par l'autre personne, c'est très important. Il a besoin de ça. L'agresseur n'a pas besoin de ça. Alors, toute la question du partage, de la réciprocité du désir est bien importante. Et ça va, chez le séducteur, lui donner, lui permettre de patienter, tu sais, de pas toujours vouloir assouvir un besoin sur le champ. Et au contraire, l'attente va augmenter son désir, va lui permettre de fantasmer, de rêver l'autre et de rêver le rapprochement. Alors que l'agresseur, c'est sur le champ, là. Il a besoin d'asservir sur le champ, d'assouvir. J'allais dire son désir, mais je pense même pas qu'il y ait question de désir. Je pense que c'est une espèce de besoin d'asservir, de soumettre, de démontrer je suis un homme alpha et voilà, c'est comme ça que ça marche avec moi. Alors, c'est vraiment assez différent, mais assez complexe en même temps. L'un supporte l'attente, l'autre pas. L'un est dans une logique de partage, de réciprocité, d'habiter le désir avec l'autre personne qui est là devant lui, alors que l'autre n'est pas du tout dans cette logique-là, mais bien plus dans une logique de soumission. En fait, la grande différence, c'est d'un côté, il y a la relation et de l'autre, il y a la soumission. Absolument. Et quand j'entends... Oui, allez-y, Sophie. Non, mais c'est qu'en fait, ça fait quand même longtemps qu'on dit, on parle d'agression sexuelle ou on parle de viol. Dans l'ancien temps, on appelait ça un viol, mais on disait viol, oui. On disait viol, mais c'est qu'aujourd'hui, on dit agression sexuelle parce qu'il y a toute une panoplie et que ça va justement. C'est pas nécessairement la pénétration, mais il y a toutes sortes d'autres choses avant. Bref, quand on parle d'une agression sexuelle, ça n'a rien à voir avec le sexe, en fait. Ça a beaucoup à voir avec le pouvoir et très peu avec le sexe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là? Je suis d'accord avec ça. C'est sûr que ça s'affirme, ça se démontre, ça s'actualise à travers un geste sexuel, hein? Dans ce sens-là, ça a un certain rapport avec le sexe. Mais ça n'a rien à voir avec l'érotisme, avec une charge de libido incommensurable. Les hommes de pouvoir, hein, qui exercent leur pouvoir de cette façon-là, n'ont pas plus de libido que les autres, ne nous racontent pas d'histoire. La femme qui vit cet événement-là, c'est pas parce qu'elle est extrêmement désirable et qu'on peut pas résister à son charme. C'est pas du tout ça. Alors, il y a quand même une différence entre... C'est énorme la différence entre les deux quand on y porte attention. Vous savez, j'ai déjà rencontré des jeunes hommes, moi, qui me disaient, après avoir agressé, soit prendre les seins, hein, qui est une agression qu'on peut considérer comme moins grave, mais tripoter, agresser, mettre la main moins grave. Attends, ça dépend de comment on le reçoit. Il m'a dit, mais oui, mais... une fois, elle a voulu que je touche les seins. Ben oui, mais une fois, elle a voulu, mais une autre fois, elle voulait pas, tu sais. C'est tout. Si vous m'invitez à manger chez vous, Sophie, j'accepte votre invitation. Je suis pas obligée de manger quelque chose que j'aime pas. Je suis pas obligée de manger quelque chose pour lequel j'ai une allergie. Je suis pas obligée de finir mon dessert parce que, bon, vous m'avez invité. Une relation, c'est une comparaison un peu, candide, mais je l'ai faite souvent dans le passé avec les jeunes, et ça marche. Il faut imager un petit peu. Je parle des jeunes parce que on devient agresseur très tôt, hein. On devient pas agresseur à 50 ans, là. C'est quelque chose qui s'installe très tôt. Dans la dynamique au moment où le jeune, la fille aussi, remarquez bien,
consolide sa personnalité érotique. Alors, c'est sûr que si un jeune garçon se nourrit exclusivement de la porno, qui est carrément violente depuis quelques années, ben, je ne l'excuse pas, là. J'ai presque envie de dire, il faut comprendre qu'il se nourrit, qu'il intériorise ça et qu'il pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et la fille aussi, il y a certaines filles qui intériorisent aussi ce modèle-là et qui pensent que si un gars veut l'agresser, la violer, la prendre de force, c'est parce qu'elle est irrésistible. Il faut s'enlever ça de la tête, c'est pas ça. Il y a du travail à faire. Oui, il y a encore du travail à faire et évidemment, on lit toutes sortes d'histoires dans les journaux parce que vous y avez fait référence, il y a le procès de Gilbert Rozon qui, comme tout accusé, a le droit, bien sûr, à une défense pleine et entière. Il y a le procès aussi des 5 jeunes hockeyeurs, mais moi, j'ai l'impression que chaque jour, on entend parler de ça. J'ai demandé à mon collègue Hugo Veilleux, qui est journaliste à la recherche, de me sortir quelques histoires qui sont sorties au cours des derniers jours. Récemment. En fait, aujourd'hui même, dans le journal Le Soleil, des femmes dénoncent les avances sexuelles de l'ex-maire de Tursault qui leur envoyait des messages absolument dégueulasses. C'est rempli de témoignages. Après, là, il y a quelques jours de ça, hier, 10 victimes, un mécanicien de Laval qui a agressé sexuellement des clientes. Elles venaient tester une voiture, puis une fois qu'elles étaient dans la voiture avec lui, elles se faisaient agresser. Je veux dire, on a l'impression qu'il y en a tous les jours. Je suis découragée. Jocelyne? Oui. Moi aussi, je suis un peu découragée. Parce qu'en ce moment, il y a que ça. Dans les journaux, on lit que ça. Donc, ça veut dire que ce message-là de la différence entre une séduction et une agression, il y a encore énormément d'individus. Ils n'ont pas reçu le mémo, là. Ils l'ont peut-être reçu, mais ils l'ont pas lu. Alors voilà, ils sont restés dans leur convictions, dans leurs sentiments, qui sont des êtres supérieurs un sexe par rapport à l'autre, et que la femme aime ça. Et ça, là, on est dans l'importance, l'influence du milieu environnant, je me répète, de la pornographie. J'ai rien contre une pornographie qui pourrait être un frein sur l'érotisme, une ouverture sur le désir, mais une pornographie qui nous montre une fille qui adore se faire agresser par 6 gars, ou une fille qui ne rêve que de faire une fellation, d'avoir le pénis de son chum au fond de la gorge puis d'en jouir, comme ça avait une tapisserie de clitoris au fond de la gorge, ben ça, c'est de la foutaise et c'est là, c'est comme ça. Alors, moi, je pense que effectivement, vous touchez quelque chose de précieux. C'est comme si le message n'était pas intériorisé. Je pense qu'il y a deux avenues qu'on pourrait explorer davantage. Et évidemment, vous allez dire, bon, elle recommence avec sa chanson, l'éducation à la sexualité. Mais c'est important, les livres que vous avez écrits, ben oui, bien sûr. Ben oui, mais je veux pas parler de mes livres, mais une éducation à la sexualité qui comprend l'éducation à l'égalité, au consentement, à l'affectivité. Vous savez, l'éducation à la sexualité, là, c'est pas juste apprendre aux jeunes à enfiler un condom, là, ou à prévenir les grossesses non désirées. L'éducation à la sexualité, c'est amener les garçons et les filles qui sont en développement à développer la fierté d'être un garçon ou une fille et la dignité de cette situation-là. Donc, respect de soi, respect de l'autre. C'est un autre sujet, mais si vous aviez devant vous les... Non, mais je voulais vous amener sur un autre sujet, c'est que si vous voyez le matériel qui est dans les écoles en ce moment, parce que vous nous dites la fierté d'être une fille ou d'être un garçon, on leur dit personne avec un utérus puis personne avec un pénis. Ça, c'est un autre sujet. On va sûrement en reparler un moment. C'est un autre sujet dont on pourra se parler longuement parce que je trouve qu'il y a une dérive de l'éducation à la sexualité en ce moment qui est étonnante, qu'on n'avait pas vu venir. Pendant longtemps, la dérive de l'éducation à la sexualité, c'était de parler juste des maladies puis des dangers. Et là, c'est une éducation à la sexualité. On en reparlera, Jocelyne. Qui inclut des notions un peu... avec grand plaisir. Un peu étrange. Avec grand plaisir. Jocelyne Robert, vous êtes écrivaine. Vous avez plusieurs livres à votre actif et vous êtes aussi socio-sexologue. Toujours un plaisir de vous parler. Au revoir, Jocelyne. Bon été. Moi aussi, Sophie. Bye bye. Elle se déplace du côté court
au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors moi, j'avais remarqué, évidemment, quand c'est la Saint-Valentin, quand c'est l'Halloween, quand c'est la fête des mères, qu'il y a, tu sais, dans les circulaires et tout, il y a toutes des références à ces fêtes-là. J'avais jamais remarqué que quand c'est la fête des pères aussi, il y a des références à ça et même des offres qui sont en lien avec cette fête-là. On va en parler avec Jean-François Gagné-Bérubé, qui est fondateur de Glouton Lap et chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Jean-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes ma personne avec un prénom composé et une autre famille composée préférée sur la planète. Merci beaucoup. C'est un héritage de Lise Payette. Ben oui, mais je l'apprécie. Mais oui, mais c'est très important de le mentionner. C'est vrai que ça a été la première, au nom de l'égalité homme-femme, de dire il y a aucune raison que le patriarcat l'emporte sur le féminin. Donc, libre aux parents de donner le nom des deux aux enfants. Vous avez très bien fait de le mentionner. Écoutez, je suis complètement étonné de voir que des grandes bannières décident pour la fête des pères de faire des spéciaux, mais pour autre chose que le gros steak avec les patates pour faire un steak frites ce dimanche. C'est même du homard, donc c'est quand même assez spécial. Ouais, mais c'est, je dirais fête des mères et fête des pères, un peu moins Pâques. On va plutôt voir des rabais sur des produits un petit peu plus luxueux. Le homard rentre très bien dans cette catégorie-là. On veut se faire plaisir un peu différemment pour ces occasions-là. Le steak, même, on en voit pas mal cette semaine, des belles aubaines là, en bas de 9$ la livre pour plusieurs belles coupes selon les endroits. Donc c'est vraiment commun à des fêtes. On veut offrir quelque chose qui est vraiment perçu comme un produit luxueux pour qu'il soit plus abordable et ça fonctionne, ça attire les gens. Le homard, on le voit à plusieurs endroits malgré le fait que la saison se termine très bientôt. Mais vous dites, on va mettre de l'avant des produits plus luxueux pour souligner, en effet, une occasion spéciale, une fête, etc. Mais en même temps, faire notre épicerie aujourd'hui, même des produits de base, c'est rendu des produits luxueux. Alors, la notion de luxe perd son sens quand ça coûte hyper cher, même acheter une livre de beurre. Oui, c'est sûr. Par contre, on garde quand même en tête que les gens continuent de se gâter. Ça, il y a quelque chose qui n'a pas changé avec ça, mais la sensation d'avoir fait une bonne affaire, d'avoir trouvé un bon deal, ça équivaut, c'est encore plus important dans cette catégorie de produits-là, en fait. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est pour ça que dans les fêtes, ça prend une plus grande importance. D'ailleurs, on le voit dans les circulaires cette semaine, autant Provigo que Super C qui ont vraiment les meilleures aubaines pour le homard, là, c'est d'une durée limitée, là, c'est de jeudi à dimanche seulement. Oui. Donc, il n'y a pas plus clair que ça là, du fait que c'est lié à la fête. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, vous dites, chez Provigo, le homard, 7,75$ la livre, de jeudi à dimanche seulement. Super C, cuit à 8,77$ la livre, de jeudi à dimanche, la même chose. Comment on explique une telle différence entre les deux bannières? Dans ce cas-ci, c'est qu'il est cuit chez Super C. Super C, généralement, n'ont pas de rayon de poissonnerie, donc il va arriver déjà cuit, ça se conserve mieux, pas d'aquarium de vivarium. Donc, c'est juste plus facile comme ça. Puis, généralement, il y a une différence de 1$ entre la version vivante et la version cuite pour le travail, l'énergie, etc. que ça demande. La plupart du temps, quand on voit les deux disponibles à rabais à un endroit, on va avoir 1$ de plus pour la version cuite. Là. C'est ce qui est le plus commun. Alors, un petit quiz pour vous. Dans quel film de Woody Allen il y a une scène célèbre dans laquelle Diane Keaton et Woody Allen font cuire des homards? Bonne question. C'est dans Annie Hall. C'est dans Annie Hall et c'est absolument hilarant. Alors, vous louerez ça en fin de semaine. Peut-être le regarder avec votre papa si votre papa est toujours vivant. Donc, alors, c'est assez particulier parce que dans votre chronique du Journal de Montréal cette semaine, vous nous parlez de produits gratuits. Ça, j'avoue que moi, quand je vais faire mon épicerie, j'aime beaucoup quand il y a des petits trucs de dégustation. Tu sais, comme hier, j'étais chez Métro, il y avait des morceaux d'ananas avec des cure-dents. Ben, j'ai fait le tour comme 12 fois. Je pense que j'ai mangé 12 morceaux d'ananas. Je me suis dit, ben là, c'est gratuit, je vais en profiter. Hein? Mais là, qu'il y ait un produit complet de la salade de légumineuses gratuite, moi, personnellement, je dois être une mauvaise magasineuse, j'ai jamais vu ça.
Ouais, mais pourtant, Métro, c'est quelque chose qu'ils font depuis assez longtemps. Sur la deuxième page de la circulaire, d'habitude, ils vont l'afficher en bas, le produit gratuit, mais c'est vendredi seulement, il faut le réclamer dans l'application. Mais faut pas se faire d'illusions, là. C'est un échantillon gratuit. Donc, le but, c'est vraiment de nous faire essayer le produit et de nous convaincre de l'adopter par la suite, de le racheter. Donc, c'est des ententes que eux font avec le fournisseur. C'est pas Métro qui nous donne le produit en tant que tel. C'est Del Monte qui nous offre le produit, donc la salade de légumineuses. Et ce que je trouvais intéressant cette semaine, c'est souvent, ces produits-là, c'est des produits très transformés. Ça va être des croustilles, des biscuits, des produits comme ça, souvent des nouveautés là qu'on veut présenter aux gens. Mais cette semaine, c'est une salade de légumineuses. Je trouvais ça intéressant, puis peut-être un peu plus accessible au niveau santé aussi. Donc, faut le surveiller toutes les semaines. C'est juste dommage, il faut le réclamer absolument le vendredi. Donc, faudrait pas oublier de le faire demain. Donc, en fait, à force de lire vos chroniques puis de consulter votre site, ce qu'on comprend finalement, c'est que pour bien faire des économies, il faut évidemment regarder les circulaires, il faut évidemment être abonné, avoir votre app. Mais je pense, par exemple, là, vous venez de le mentionner, pour le produit gratuit chez Métro, il faut avoir la carte Métro pour avoir évidemment droit à ça. Mais là, il y a un truc qui, moi, m'a fait vraiment plaisir parce que je suis madame carte optimum parce que j'adore accumuler mes points. Puis là, quand il y a des journées 20 fois les points, je deviens folle. Tout le monde dans la maisonnée sait, on garde les achats à faire, puis on garde les 20 fois les points. Là, c'est quoi? Donc, des pâtes fraîches qu'on peut activer seulement si on a la carte PC Optimum. Ça, j'avoue que j'avais pas... C'était la première fois que je voyais ça. Ouais, la plupart des grandes bannières maintenant font des promotions réservées aux membres, là, donc faut utiliser le programme de fidélité pour avoir accès à ce prix-là. Une partie des meilleures aubaines chaque semaine sont verrouillées derrière les programmes de fidélité. C'est de plus en plus le cas, notamment chez IGA, je dirais peut-être qui va mettre des beaux rabais bien en valeur derrière un prix membre comme ça ici. Du côté de Maxi, ça fait quand même peut-être, je dirais 2 mois où on va prendre 1, 2, parfois 3 produits. On va les mettre au plus bas prix qu'on est habitué de les voir en circulaire. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on suit chez Gouton. On est capable de voir ça. Mais pour rendre ça encore plus intéressant, on va racheter une remise en points. Dans ce cas-ci, une remise d'une valeur de 1 $, dans le fond, en points. Ce qui fait tomber le prix, dans le fond, à sa valeur qu'on pouvait voir à l'épicerie il y a peut-être 2, 3, 4 ans même des fois. Wow. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, à ce moment-là, c'est un prix membre, mais bonifié, je dirais. Là. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire le détour pour ces offres-là. Cette semaine, c'est des pâtes, là, donc Ziggy's, Tortellini, etc. Mais toutes les semaines, il y a 1 ou 2 produits, puis ça vaut particulièrement la peine. On a eu le beurre à 2,50 il y a quelques semaines. Ça faisait des années qu'on n'a pas vu ça. On a eu le sucre aussi à 1,50 il y a 2 semaines. C'est un prix qu'on avait en 2019 à rabais. Donc, oui, parfois, il y a des très grosses aubaines qui se cachent comme ça derrière le programme de fidélité. Il faut juste être capable de les voir là, avec la petite pastille sur la circulaire. Mais d'autant plus que quand on a une application, puis je suis pas payée par Pharmaprix ou je suis pas payée par Optimum pour faire la promotion, mais quand on a, moi je fais tous mes achats par exemple quand je vais chez Pharmaprix avec évidemment l'application PC Optimum, je scanne ma petite carte. Et quand j'accumule des points, j'attends le moment de l'année où c'est le plus avantageux d'économiser des points. Et sur ma carte, ils me disent, depuis que je suis membre, combien d'argent j'ai économisé. Je suis rendu à 3 000 $. Wow, c'est un montant qui est vraiment impressionnant. Moi, ce que j'aimerais voir aussi, en parallèle de ce chiffre-là, c'est combien d'argent a été dépensé. Là, ça donnerait une meilleure idée de la ristourne, que vous avez reçue. Généralement, les programmes de fidélité, là, c'est autour de 1% de retour qu'on va avoir, là, à long terme. Il y en a certains qu'on peut optimiser en faisant des stratégies d'économie, là, donc en choisissant certains produits spécifiques pour avoir plus de points, ou dans ce cas-ci, avec des promotions spéciales. Mais c'est du travail. Il faut se garder au courant de ces promotions-là pour être capable d'en profiter. Oui. Mais oui, parfois on peut aller chercher un peu plus que 1% de gain si on réussit à bien optimiser et à bien planifier dans le fond nos achats. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais vous posez la bonne question. Évidemment, 3 000 $ d'économie, ça veut strictement rien dire si on sait pas combien d'argent j'ai dépensé. Donc, moi, quand je vais faire mes courses, je vais pas acheter des trucs dont je n'ai pas besoin ou des trucs inutiles. Mais tant qu'à acheter du papier de toilette, je préfère aller l'acheter là où ça me donne des points. Si j'achète des pâtes, je préfère aller les acheter là où ça me donne des points. Et donc, mais ce que j'adore de vous parler à chaque fois,
c'est que, vous l'avez dit, c'est un peu de travail, mais avec beaucoup de récompenses et beaucoup d'économies au bout de la ligne. Donc, soyons gloutons et continuons à lire le Journal de Montréal. Comme ça, on va continuer à économiser des sous. Jean-François Gagné-Bérubé, ça a été un plaisir et bonne fête des pères à tous ceux qui fêtent ça. Merci beaucoup. Merci, Jean. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Et c'est vrai que je joue jamais la comédie. Je fais des farces plates des fois, des blagues de mauvais goût, mais jamais je ne joue la comédie. Surtout quand je suis avec Caroline G. Murphy, qui est chef de marque de sacs de chips. Nous avons toujours des conversations extrêmement sérieuses. Ah oui. Ben et puis élevées, édifiantes. D'un très haut niveau d'érudition et de profondeur et de complexité des choses. Non, ce qu'on aime, c'est que ça croustille. Sac de chips, c'est ça. Et je t'ai lancé une idée un petit peu folle, puisque c'est la dernière de cette partie-ci, en tout cas de la saison. Parce qu'il y aura une saison d'été pour toi, Caroline. Moi, je continue. Vous pourrez m'entendre sur les ondes de Cube pendant l'été. Avec Marc Boilard. Mais là, pour l'instant, t'es pas avec Boilard. T'es avec Durocher. Et donc, je t'ai lancé l'idée, je t'ai dit, depuis janvier, mettons. Oui. Les 6 derniers mois, c'est quoi qui a pogné le plus sur Sac de chips? Et évidemment, comme tu es formidable, tu as répondu et je n'ai aucune idée c'est quoi tes sujets. En régie, ils le savent. Moi, ça va être une surprise. Oui. Et là, je suis allée chercher les vraies statistiques. Là. Oui, rigueur. Le hein. clic. Alors, ce qui a été le plus populaire, donc, depuis le début 2025. Il y a même pour moi, il y a eu quand même quelques surprises. Ah oui? Oui, il y en a d'autres que non, là, mais tu vas voir. Alors, numéro 1. Est-ce qu'on a le droit à un petit roulement de tambour ou quelque chose, là, juste, non, mais plus tard. À brûle pour point, là, let's go. Moi, je peux le faire, là, si tu veux. Oui. Et nous révélons maintenant. On commence tout de suite. Alors, la nouvelle la plus lue, et là, on commence en force parce que c'est non seulement la plus lue de 2025, mais, attachez-vous, c'est la plus lue de l'histoire du sac de chips. Et ça fait combien de temps que ça existe, Sac de chips? On a notre site indépendant là, depuis 2019. Fait que ça fait quand même 6 ans. Là. Oui, parce qu'avant, vous étiez comme une filiale du JDM. Du Journal de Montréal, effectivement, un onglet. Donc, depuis 2019, c'est la patente qui a fait le plus réagir les internautes. Oui, puis nous, ça nous avait surpris un peu. C'est l'histoire du patineur artistique dont les 2 parents sont morts dans l'accident d'avion de Washington, qui a fondu en larmes à la fin de son numéro en leur honneur. Alors, oui, c'est ça. OK, donc on regarde. Est-ce qu'on a la finale? Ça, c'est la finale, oui. Donc, avec la bougie. Oui, puis là... Là, il tient une bougie, donc il fait son numéro. Et là, c'est là que, à gauche, le pauvre petit minou. Oui, c'est celui qui est en Bourgogne, donc qui tient la bougie et dont ses 2 parents sont décédés. Ils étaient à bord du vol. Voyons donc, pauvre lui. C'est magnifique. Pour vrai, ce numéro, c'était... en fait, c'était une collecte de fonds, là, un spectacle de patins... donc pour ramasser de l'argent pour les familles des victimes, pour les défunts, donc pour les cérémonies, les funérailles et tout. Écoute, et ça, c'est le en truc larmes, c'était le plus magnifique. écouté. C'est la preuve que malgré tout ce qu'on dit, malgré toutes les folies qu'il peut y avoir parfois sur Sac de chips, il reste quand même que la famille, ça vient nous chercher. Absolument. Oui, puis l'émotion brute, là. Tu sais, je veux dire, le pauvre, c'était magnifique parce que... Puis tu sais, je me rappelle, on en avait parlé à notre podcast au Sac de chips, ça nous faisait penser à Joanie Rochette aux Olympiques, tout à fait, qui avait patiné alors que sa mère était décédée pendant les JO, là, tu sais. Ben oui, t'as tout à fait raison. C'est comme des moments comme ça qui... C'est drôle, ça me fait penser, même si elle s'était pas effondrée, mais Céline Dion était montée sur scène le soir où son papa Adélard était décédé. Et à un moment donné, à une autre occasion, pendant que Monsieur Angélil suivait les traitements pour son cancer, elle avait, pendant un spectacle, par la magie du Zoom ou un truc comme ça, une technologie comme ça, elle avait comme dialogué avec Monsieur Angélil. Bref, non, très émouvant, très émouvant. Donc ça, c'est le numéro 1 de tous les temps. Oui, puis c'est fou, hein? On se disait, je pense que les gens voulaient vraiment voir l'extrait vidéo là, qu'il y avait dans l'article parce que, tu sais, juste tu voyais la photo, puis déjà avec le descriptif, ça venait chercher. Ça venait chercher. Ben oui, puis c'était un accident d'avion terrible. C'était, tu sais, rappelez-vous, un avion qui était entré en collision avec un hélicoptère de militaires, en tout cas, puis tout le monde était mort, bien évidemment, à bord de l'avion. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais aujourd'hui, on apprend que, donc, dans l'écrasement d'avion qu'il y a eu en Inde, je pense que c'est 290 personnes qui sont mortes. Il y a un survivant.
Il y a quelqu'un qui a survécu, puis il y a des images où on le voit, il est debout sur ses deux pattes, puis il sort. Incroyable. Il sort de l'avion, là, tu sais, il sort, puis il marche. Boum, boum, boum. Moi, j'ai fait une blague d'extrêmement mauvais goût. J'ai dit, il va aller s'acheter un billet de 6,49. Ouais, franchement. T'imagines, tu survis à un écrasement. Non, mais je veux dire, c'est quoi les chances? Je sais pas si ce monsieur-là a une chance extraordinaire. Oui, mais tu sais, il y a ce qu'il appelle le survival guilt. Je sais pas s'il va devoir surtout qu'il a perdu son frère dans l'écrasement. Mais c'est ça, vivre avec ça. Mais tu dis, pourquoi moi? Pourquoi moi, moi, j'ai passé à côté. Donc, voilà, la nouvelle la plus lue et la plus suivie de Sac de chips. Numéro 2. Alors, numéro 2. Sophie, est-ce que tu te souviens où tu étais la semaine du 10 avril dernier, à peu près? 10 avril, j'étais ici, mais je suis ici tout le temps. Bon, alors moi, je peux te dire plus précisément, tu étais probablement en train de faire ton starter pack. Comme tous les Québécois qui existent sur la pourquoi planète. Tu me sors un starter pack d'Arthur Porter? Montre-moi le mien, cette affaire. Oui, on n'a pas fait. Nous, on n'a pas fait ça. C'est parce que là, je veux juste dire, c'est parce que le texte... Non, mais attends 2 secondes. C'est quand même drôle. Il faut raconter l'histoire. Il faut raconter l'histoire. Il y a toute la tendance starter pack. Oui. Moi, je fais le mien, je fais ça. Après, à Cube, tout le monde fait le sien, puis tout ça. Et je suis allée voir personnellement un de tes collègues, je pense que c'est Frédéric, à Sac de chips, en disant, hey, ce serait le fun que vous fassiez un truc sur les personnalités de Cube, puis la gang, puis tout ça, au Québec, qui ont fait les meilleurs starter packs. C'est vrai. Puis on avait fait... Donc, on a Plume la traverse, puis tout ça. Fait que ce segment-là de Sac de chips, qui est numéro 2, c'est grâce à moi qui est là. Un peu. Mais là, c'est parce qu'on a... Un peu beaucoup. Mais un peu, c'est parce qu'on a extrapolé. C'est parce que celui-là que vous voyez à l'écran, c'est on s'est amusé à faire les starter packs de personnalités, entre gros guillemets, là, québécoises. Ça, c'est que vous avez fait. Voilà, qui ne seraient pas en mesure de le faire. Fait que là, c'est pour ça qu'on a fait Arthur Porter, on a fait Jacques Cartier, on a déliré. Mais je veux juste dire que c'est pas cet article-là là, qui s'est classé numéro 2. Le numéro 2, c'est carrément, voici comment créer votre propre starter pack. Donc, les gens cherchaient comment gérer l'intelligence artificielle. C'est pas évident. Mais là, moi, personnellement, je savais pas comment faire ça. Là. Je me rappelle, je demandais à mes collègues qu'est-ce qu'il faut que je dise, comment ça marche. Fallait le guider. Là. Fait que, bref, les gens cherchaient notre guide et puis ça a été très populaire. Parfait. Mais c'est ça la force de Sac de chips, c'est que soit vous êtes... vous avez le pif de sentir ce qui est dans l'air ambiant, soit vous créez le phénomène. C'est ça. Alors, c'est ça, soit l'un ou soit l'autre. Mais toujours là. Mais toujours là, à la fine pointe du croustillant. Exactement. Alors, dirigeons-nous d'un pas rapide vers le troisième. Plus lu. Plus lu qu'on peut passer rapidement parce que j'en ai parlé ici en long et en large. C'est des affaires de faux totons de Kim Kardashian? Non, c'est le Québécois qui a reçu la pire plaque d'immatriculation de la SAC. Alors, vous en rappelez, Anal Boy, on en a parlé longuement. Donc ça, c'est notre numéro 3 quand même. Moi, celui-là m'a surpris. Et ça s'est retrouvé, il y a un petit segment, un petit extrait du segment qu'on a fait ensemble, toi et moi, qui s'est retrouvé sur TikTok. OK. Et pour la première fois depuis des années de carrière, mon fils m'a dit « Hey, maman, j'ai vu quelque chose que Bon, tu vois, ça, fallait que je sois en train de parler de Anal Boy sur TikTok. Et c'est même pas lui, c'est une amie qui lui a dit « Hey, j'étais sur TikTok, puis j'ai vu un extrait de ta mère qui parlait de Anal Boy. » Aïe, aïe. Voilà. Tout est dans tout. Ouais. En numéro 4. Mais tu comprends, j'écris des livres, j'anime, j'écris des chroniques. Il fallait que je sois là. Je parle de Anal Boy à TikTok avec toi, puis là, mon fils dit « Maman, elle est cool, finalement. » Maman est cool. ça prend son 15 minutes de gloire. Ouais. Là, on se dirige vers le numéro 4. Le numéro 4, une Française fait son épicerie au Québec et du coup, elle remarque des différences qu'elle ne connaissait pas. Alors, ça, c'est le premier. Parce qu'en France, on dit une serpillière, puis au Québec, vous dites une mop. Une mop, grosse affaire. Et on là, c'est quoi les affaires, Kerma? Du lait en poche, oui, en France, il n'y a pas ça. Des boîtes d'œufs énormes. Ah oui, elle est allée chez Super C. Voilà, le beurre, la margarine dans des immenses contenants, les bidons d'huile. C'était surtout les quantités, pour être honnête. Là, c'était surtout ça. Mais les chips, des produits transformés. Elle insistait beaucoup sur nos produits transformés. Mais bref, c'est le premier d'une longue lignée. Pourquoi est-ce que celui-là a plus fonctionné qu'un autre? On le sait pas. Il est tombé dans un bon trou, là, mais, puis je veux juste préciser que la TikToker s'appelle Adventures by Nell, un nom très français de France. C'est pas possible. Ah, oui. Moi, je vais en France chaque année parce que j'ai de la famille là-bas. Oui. Et chaque année, je fais une chronique dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec où c'est la chronique la plus simple à écrire. Puis en même temps, je la fais chaque année. C'est un classique. Les gens la réclament. Je me promène donc dans les rues de Paris et je note et je prends des photos de commerces
qui ont mais des noms anglais à pu finir. Et chaque année, il y en a plus. Donc, chaque année, ma job est de plus en... Tu vois, je viens de dire job. Mon travail est de plus en plus facile. Tu lèves parce ton qu'il y en a téléphone. partout. À un moment donné, j'ai écrit, je me promenais, je pense, j'étais dans le Marais, près de la rue des Rosiers, et un commerce après l'autre. Richard, il est tanné parce que je m'arrête à chaque fois. Non, mais ça vaut la peine. Continue. Et Richard, il me dit, ben là, c'est parce que tu t'arrêtes à chaque commerce. J'ai dit, ben oui, parce que chaque commerce a un nom anglais. Puis là, on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux juste te dire que je fais pareil et que mon préféré, que j'ai déjà pris en photo, s'appelait Top Clean, le pressing discount. Un nettoyeur. Top Clean, le pressing discount. C'est parfait. Alors, du coup? Du coup, c'est comme ça que va se terminer la chronique. Non, mais non, donne-moi le numéro 5. Alors, je te donne le numéro 5 pour te faire plaisir. T'as 20 secondes. Pour te faire très plaisir, sache que le numéro 5, c'est Louis Morissette envoie une petite flèche à Luc Poirier et aux millionnaires qui flashent leur richesse. Et tout ça s'est passé où? Ici même. Non, ici même à Cube. Mais ici même, dans mon émission. Donc, il y en a eu un qui a fait un commentaire sur l'autre qui a fait un commentaire sur l'un. Il y a même eu une poursuite. C'est ici que ça se passe, mesdames et messieurs. Pas juste à Cube, dans cette émission-ci, voilà. Cette année. Merci beaucoup, Caroline G. Murphy, chef de contenu. C'est quoi cette affaire-là? Chef de marque. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sac de chips, au revoir et à demain. Cube.